C'est bon? Oui. Bien, bonsoir à tous et merci d'être présents. Nous accueillons ce soir Amandine Gay pour une carte blanche qui fait partie du cycle consacré à l'histoire, aux figures et aux luttes féministes dans les archives de l'INA. Donc Amandine Gay est réalisatrice, comédienne, sociologue. Son premier documentaire, Ouvrir la voie, donne la parole à 24 femmes qui parlent de leur identité de femmes noires en France. Vous n'hésitez pas à me corriger si c'est pas ça. Non, super, ouais, je suis d'accord avec tout. Et l'an dernier, Amandine a réalisé le documentaire Une histoire à soi, qui traite de l'adoption internationale, ancrée dans les rapports Nord-Sud, qui parle des rapports de classe et surtout donne le point de vue des enfants adoptés. Pour prolonger cette réflexion, Amandine a écrit Une poupée de chocolat, qui vient d'être publiée aux éditions La Découverte. Et pour son documentaire Une histoire à soi, Amandine s'est plongée dans les archives de l'INA, a noté de très nombreux documents à l'INA, mais pas seulement, et a eu envie ensuite de les re-regarder et de nous donner à voir ce soir ces documents, de revenir sur certains qu'elle n'avait pas pu prendre dans son documentaire. Et ces documents, c'est donc une invitation à une relecture afro-féministe des archives et du faire famille. Donc après la présentation des documents, vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à Amandine. Catherine Gonard vous fera passer le micro. Je dois aussi excuser Mileva Stupar, directrice des patrimoines de l'INA, qui est absente parce que souffrante ce soir. Et moi, Hélène Lassailly, je suis son adjointe donc, à la direction des patrimoines de l'INA. Je voudrais aussi remercier donc, les documentalistes qui ont aidé Amandine dans la préparation de cette soirée. C'est Lara Bouchereau et Rachel Deneux, ainsi que les montages réalisés par Jean-Michel Briard. Et cet événement, comme vous pouvez le voir, on est accompagné dans cet événement par 2 traductrices en langue des signes. Et nous remercions pour cela le soutien financier de l'Université Paris Lumière. Les documents qui seront diffusés vont également être sous-titrés. Alors bon, comme on débute un peu dans ce genre d'exercice, s'il y a quelques petites erreurs, nous vous prions d'ores et déjà de nous en excuser. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc la soirée s'intitule Les adoptés, des voix et des images pour repenser la famille. Donc je laisse la parole à Amandine Gay, que je remercie encore, et merci à vous tous d'être présents ce soir. Bonne soirée. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là un lundi soir en novembre. Là, ça commence à être le moment où c'est dur dans l'année. Donc voilà, je suis ravie. Merci d'être là. Écoutez, alors avant de commencer tout de suite en donnant la parole à une autre personne adoptée, je vais juste prendre le temps de me situer, c'est-à-dire de vous dire d'où je parle. Et donc, moi, je parle en tant que personne adoptée, en tant que femme noire, comme vous pouvez le voir, en tant que personne pansexuelle. Et donc, quand l'idée de parler du faire famille de ces points de vue-là, donc effectivement d'une perspective afroféministe et en m'intégrant dans une logique qui est celle de la justice reproductive, c'est parce qu'il est important de politiser la question du faire famille et de montrer qu'en fait certains enjeux qui ont longtemps été abordés sous un angle émotionnel, sous un angle sensationnaliste dans les médias en particulier, donc en lien avec des scandales, en fait ce sont avant tout des sujets politiques. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne devient adoptable? Moi j'aime souvent dire que pour qu'une famille soit créée par l'adoption, il faut qu'une autre ait été détruite. Alors qu'il s'agisse de personnes trop précaires et pauvres pour s'occuper de leurs enfants et puis qui donc deviennent les mères de naissance qui accouchent sous le secret, par exemple, c'est que c'est mon cas, moi je suis née sous X, ou qu'il s'agisse des rapports inégaux entre les pays du Nord et les pays du Sud et qui président à ce qu'on appelle l'adoption internationale. Les déplacements d'enfants ne vont que dans un sens, des pays du Sud vers les pays du Nord ou des pays de l'Est vers les pays du Nord. Donc ça reflète des inégalités structurelles. Donc la justice reproductive, ça demande de penser que les droits reproductifs et la santé sexuelle doivent être toujours pensés conjointement avec la justice sociale. Je vous donne un exemple. Quand on parle de l'accès à la contraception en France, très souvent, quand on fait son histoire, on parle de l'histoire des femmes blanches en hexagone, ou en tout cas majoritairement blanches, et des luttes des années 60-70 pour avoir accès à la contraception et à l'avortement.
Et si on regarde l'histoire de la contraception et de l'avortement en France uniquement du prisme hexagonal, ben on oublie que dans le même temps, à l'île de la Réunion, qui est aussi un territoire français à cette époque-là, l'État français stérilise de force des femmes voilà, dans des programmes de stérilisation forcée. Ce qui veut dire que dans un espace donné français, l'Hexagone, l'accès à la contraception, à l'avortement ou la stérilisation volontaire sont des outils d'émancipation. Dans un autre espace, l'île de la Réunion, l'accès à la contraception, à l'avortement et à la stérilisation est forcé, contraint par l'État, et là c'est un outil d'oppression. Donc la justice reproductive, c'est ça, c'est l'outil qui nous permet de penser comment des enfants se retrouvent à ne pas grandir dans leur famille, comment des personnes vont avoir accès au faire famille ou non. Par exemple, en France, si vous étiez un couple gay ou lesbien, bah, vous ne pouviez pas adopter jusqu'à 2012. Donc le faire famille n'est pas accessible à tout le monde de la même façon. Donc voilà, ça c'est la perspective que je vous demande de garder en tête tout au long de la soirée. Et puis, comme c'est une soirée qui va remonter dans le temps et qu'on va entendre des discours qui vont être très heurtants, des discours où il y aura du racisme, des discours où il y aura du validisme, des discours où il y aura de l'eugénisme, c'est-à-dire cette idée qu'on va sélectionner qui sont les enfants qui devraient ou ne devraient pas naître du fait de leur maladie, de leur handicap, ou qui sont du coup désirables ou non désirables dans le champ de l'adoption. Il y aura aussi des personnes adoptées qui parlent de leur trauma, qui parlent de leur tentative de suicide, etc. Donc comme ça va être un petit peu chargé au niveau des extraits, je voulais d'abord commencer par donner la parole à une personne adoptée qui m'a beaucoup inspirée et qui malheureusement n'est plus avec nous depuis 2014. Il s'appelait Tinan Leroy et il était absolument fantastique, et donc on va commencer avec sa parole avant de revenir dans le temps et que je vous fasse un peu le plan de la discussion de ce soir. Donc voilà, vous avez entendu Tinan Leroy, qui a été pour moi Vous avez entendu Tinan Leroy, qui a été pour moi une grande inspiration, parce que c'est la première fois que je voyais sur la scène publique en France une personne noire, adoptée, adulte, et qui tenait un discours politique radical et très frontal sur son expérience de personne adoptée. Moi, je le trouvais très courageux. À l'époque, je ne m'exprimais pas encore publiquement sur mon histoire d'adoption. Il avait écrit un livre, on va le revoir dans les archives un peu plus tard dans la soirée, qui était en lien avec le séisme en Haïti, et où il parlait beaucoup de son séisme intérieur. C'était vraiment un artiste et une personne adoptée très importante aussi, parce que il vous donne un avant-goût de ce qu'a été la difficulté à prendre la parole dans l'espace public pour les personnes adoptées. Vous voyez qu'avec le journaliste, là, c'est pas facile, hein. C'est un vrai exercice, et lui, il arrive à imposer sa parole en se faisant interrompre en permanence. Voilà, on lui enlève les mots de la bouche, et quand même, il garde son train de pensée, et il arrive au bout de ce qu'il a à dire. Et donc, vous verrez aussi au fur et à mesure des extraits que ça n'a pas été simple même d'être reçu seul en tant que personne adoptée. Pendant très longtemps, la parole des personnes adoptées a été encadrée, au sens où les personnes adoptées ne pouvaient pas être seules sur les plateaux. Elles étaient avec leurs parents, elles étaient avec des psys, et elles étaient encore moins avec d'autres personnes adoptées. Et ça, vous verrez aussi que ça a été un vrai moment dans nos existences, dans nos parcours et dans nos luttes, de pouvoir exister collectivement aussi en tant que personne adoptée. Donc voilà, moi ce que je vous propose d'explorer ce soir au travers des archives, c'est la façon justement dont les personnes adoptées ont pu investir l'espace public. Parce que pendant très longtemps, nous avons été une communauté, mais comme tant d'autres en France, qui a été parlée. On parlait beaucoup de nous, mais sans nous. Il était beaucoup question d'adoption dans l'espace public, et on donnait la parole aux candidats à l'adoption, aux parents adoptants, aux professionnels de l'adoption, en fait à peu près toute la constellation de l'adoption, sauf deux groupes, et qui sont les plus précaires, qui sont les parents de naissance, les familles de naissance, les premières familles, et les personnes adoptées. Et donc ce que je vais vous présenter ce soir pour les personnes adoptées, ça pourrait être la même chose pour les familles de naissance, à l'exception près qu'on ne les entend toujours pas aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça vous donne une idée de qu'est-ce qui sont les conditions pour prendre la parole publiquement. Et dans l'adoption, il y a les enjeux de race, de classe, de genre, entre autres choses. Et en fait, la classe a un impact. Notre capital culturel, social et économique, en tant que personne adoptée, n'est pas celui de nos familles de naissance.
nous, souvent, si nous sommes issus de l'adoption, c'est que nos familles de naissance sont des familles pauvres et précaires, des familles des pays du Sud, et on se retrouve adoptés en France dans des familles de classe moyenne supérieure, blanches, et donc c'est ce qui va nous permettre de faire des études, des parcours universitaires, de devenir à notre tour, parfois même professionnels de santé mentale, ou universitaires, ou artistes, et donc reprendre la parole dans l'espace public, ça nécessite deux choses. Ça nécessite déjà d'être au moins adolescente, mais plus facilement adulte et majeure, hein, parce qu'en France, les enfants, de façon générale, ont assez peu la parole publiquement, sont assez peu pris et pris au sérieux. Et puis, ça demande aussi, effectivement, d'avoir un capital culturel, social et économique qui fait que vous allez pouvoir prendre la parole publiquement et même vous organiser avec d'autres personnes adoptées. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment le discours sur les adoptés a existé pendant un certain nombre d'années sans les adoptés. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi tout un ensemble de représentations et de stéréotypes sur l'adoption et les personnes adoptées qui ont été construits à cette époque-là. Ensuite, on verra comment l'inclusion des personnes adoptées dans les débats publics sur l'adoption a été une inclusion biaisée, c'est-à-dire que, comme je vous disais, les plateaux où il y avait des adoptés dans les médias, c'était très souvent les plateaux où il y avait aussi leurs parents, et même si vous n'êtes pas adopté, comment est-ce que vous parlez de vos parents quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là? On est d'accord que ce n'est pas la même chose. Bah, c'est pareil pour nous aussi. Donc du coup, l'enjeu de parler de votre adoption, de parler de votre rapport à votre famille, etc., si vous êtes dans un plateau en famille, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas parler d'une parole qui est complètement libre. Et puis, une autre chose qui a longtemps conditionné le discours des personnes adoptées, bah, c'est l'enjeu du contexte. Parce que pendant très longtemps en France, on a parlé d'adoption uniquement quand il y avait une actualité autour de l'adoption. Et du coup, ces actualités, c'était souvent celles des trafics, des scandales. Donc comment est-ce qu'on peut exister en tant que personne adoptée quand en fait, notre moment de prise de parole dans l'espace public, c'est un moment qui est très spécifique et qui est celui du scandale, des trafics et donc des histoires aussi assez sensationnalistes où on va chercher voilà, les choses les plus problématiques possibles. Et puis, parce que pour moi, c'est quand même important de montrer que les choses ont changé et que les personnes adoptées ont réussi, en tout cas, sont en train de se réapproprier la narration. Donc je vous montrerai quand même, dans un dernier temps, comment les personnes adoptées ont fini par arriver à investir l'espace public en leur nom propre et que ça s'est fait aussi, justement, au travers de l'action collective. C'est parce qu'il y a eu des associations de personnes adoptées qui avaient aussi eu cette idée d'investir l'espace public et de faire entendre notre voix, notre perspective. Donc on va commencer avec la première exploration historique, qui est donc le discours sur les adoptés sans les adoptés. Et si vous êtes un petit peu sensible, préparez-vous, vous allez entendre 2-3 choses qui sont dérangeantes. Donc comme je vous disais, hein, moi j'ai beau les avoir vus un certain nombre de fois et ça me fait toujours le même effet. Ce qui est très intéressant dans les extraits qu'on a vus, c'est qu'il y a un peu tous les tropismes du traitement de l'adoption dans les médias et de la façon dont les personnes adoptées ont été représentées à partir de la Deuxième Guerre mondiale. La première, c'est ce que moi j'appelle la réification, c'est-à-dire la transformation des personnes en choses. Hein, tout le discours que vous avez, surtout dans les 2 premiers extraits, les 2-3 premiers extraits, c'est vraiment centré sur, voilà, quels sont les désirs des parents adoptants, mais on se demande même s'ils désirent des personnes. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est les préférences raciales, mais parce que voilà, on voudrait pas le voir balayeur, etc. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on note aussi à quel point l'évolution sur le discours racial a eu lieu en France. C'est-à-dire que c'était pas du tout un souci de dire comme ça, face caméra, dans les années 80-90, que bon, quand même, on désirait plus un Asiatique qui avait des chances de réussir à l'école qu'un Noir ou un Arabe qui allait finir balayeur. Comme si, bien entendu, ça relevait de la génétique. Hein. Si vous êtes Noir ou maghrébine, vous serez voilà, femme de ménage. Ça n'est absolument pas une question de classe. Et donc, pour moi, c'est d'autant plus intéressant que la personne aussi qui est en plateau plus tard pour parler des questions raciales, donc la journaliste Florence Schial, donc est aussi une mère adoptante. Et ça a aussi longtemps été un tropisme de l'adoption. Vous avez noté qu'au début de cette conférence, je me suis située, je me suis présentée. J'ai dit, je ne parle pas d'un endroit neutre, je parle de ma posture de personne adoptée. Pendant très longtemps, le discours sur l'adoption dans l'espace public a été tenu par les parents adoptants, par des gens qui travaillent dans les agences d'adoption, par les psychologues, les psys spécialistes de l'adoption. Mais souvent, une personne pouvait être experte de l'adoption et parent adoptant. Ça rend votre parole, ça la teinte, ça la colore, elle n'est pas neutre. De toute façon, tous les points de vue sont situés. C'est juste que certains points de vue sont présentés comme neutres
Et ceux qui sont présentés comme neutres sont généralement les points de vue des dominants. De façon générale, dans la société, un homme blanc, cis, hétérosexuel parle, et lui, il représente la rationalité, la neutralité. Alors qu'en fait, sa position dans la société informe aussi la façon dont il voit la société, de la même façon que ma position dans la société informe comment je vois la société. Donc, quand je parlais d'une condition d'existence qui est vraiment très limitée pour les personnes adoptées dans l'espace public jusqu'aux années presque 2000, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que les gens qui parlent de nous et qui présentent un discours, même professionnel, une expertise, sont parfois aussi des parents adoptants, qui ont donc aussi leur propre agenda dans la façon dont l'adoption est représentée, ou tout simplement dans le fait d'aborder le sujet dans l'espace public pour aussi faire la promotion de l'adoption, essayer d'obtenir un changement des lois pour que ça aille plus vite, etc. Que leur expérience, leur compréhension de ce qu'est le racisme, par exemple, est complètement déconnectée de la réalité et est même empreinte de racisme elle-même. Parce qu'avoir cette idée que le racisme serait le fait des personnes immigrées ou descendantes d'immigrés qui ne s'intègrent pas assez, mais ça aussi c'est une vision raciste. Parce qu'en fait, le racisme, ce n'est jamais le fait de la personne qui le subit. Le racisme, c'est le fait de la société dans laquelle on fonctionne. Donc ça veut dire que cette personne qui a d'un côté la conscience qu'effectivement, pour des parents adoptants, il vaut mieux être honnête et dire si on est à l'aise ou pas en présence de personnes noires. Je cite souvent cette travailleuse sociale qui, dans les années 80, provoquait les candidats à l'adoption en leur disant « Est-ce que vous avez bien conscience qu'un beau bébé noir… » Oh, pardon. Je savais que j'allais le faire. C'est mon défaut. Oui, et donc, dans les années 80, Josette Brun, qui était donc une travailleuse sociale, elle provoquait les candidats à l'adoption qui venaient la voir en leur disant « Est-ce que vous avez conscience qu'un beau bébé noir, ça va devenir un grand nègre ?» Et c'était quoi le sous-texte de cette provocation? C'était « Posez-vous la question, est-ce que vous tenez votre sac près de vous dans le métro quand un noir s'assied à côté de vous? Est-ce que vous fréquentez des personnes noires? Est-ce que vous êtes à l'aise quand il y a des personnes noires dans la salle? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que vous voulez adopter un enfant noir? Est-ce que vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour l'accompagner? Et d'ailleurs, que l'enfant soit noir ou asiatique, si vous pensez que le racisme, c'est uniquement parce que les gens ne sont pas assez intégrés, est-ce que vous êtes vraiment la personne la plus compétente pour accompagner un enfant non blanc? C'est une question rhétorique. La réponse, c'est non. Le racisme en France est structurel, est historique, il se manifeste de plein de façons. Je donne aussi souvent cet exemple en public pour qu'on comprenne en quoi le fait de ne pas aborder frontalement les questions raciales et en quoi le fait d'avoir eu effectivement des générations de parents qui n'étaient pas formés sur ces enjeux est même dangereux pour les personnes noires, par exemple, et en particulier les garçons noirs. Les chiffres du Défenseur des droits, c'est qu'en France, pour les jeunes noirs et arabes de 18 à 25 ans, ils se font contrôler 8 à 10 fois plus par la police. Le fait de grandir dans une famille noire fait que vous allez recevoir ce qu'on appelle la socialisation raciale, donc un ensemble d'apprentissage implicite de ce que ça veut dire d'être noir en conditions minoritaires. Et donc vous savez, dès le plus jeune âge, qu'il existe le profilage racial, c'est-à-dire les contrôles de police parce que vous êtes noir. Quand vous grandissez dans une famille blanche, où votre famille n'a pas cette expérience-là, et où, comme la journaliste qu'on a entendu parler, on pense que le racisme, c'est seulement si les Noirs, les Arabes, les Asiatiques ne sont pas assez intégrés. Quand vous allez vous faire contrôler par la police la première fois ou emmener au poste parce que vous n'aviez pas vos papiers d'identité, est-ce que vos parents, quand vous rentrez chez vous, sont en mesure de vous accompagner, de comprendre ce qui est arrivé, ou est-ce qu'ils ne vont même pas vous engueuler peut-être quand ils viennent vous chercher au poste? Parce qu'en fait, aucun de leurs enfants, des enfants de leurs amis ne se retrouve en garde à vue parce qu'ils ont oublié leur carte d'identité. Est-ce qu'ils vont même croire que c'est vous qui êtes victime de racisme systémique, de profilage racial, ou est-ce qu'ils ne vont pas penser que vous avez peut-être fait quelque chose de mal? Donc pour moi, ça c'est très important parce que c'est un peu une façon de vous montrer que le ver était dans le fruit et que donc un autre discours qui s'est développé et qu'on entend aussi dans ces extraits, qui est ce que moi j'appelle la pathologisation des adoptés. Pendant très longtemps, c'était très à la mode sur les plateaux télé de parler des troubles de l'attachement. Il y avait énormément de plateaux télé sur les troubles de l'attachement, les personnes adoptées qui étaient trop traumatisées, etc., par leur abandon. Et c'est pour ça que les choses s'étaient mal passées dans leur famille. Mais comme je viens de vous le montrer, une des raisons qui fait que ça s'est mal passé dans plein de familles, c'était le racisme, ou c'était l'incompétence des parents face au racisme. Les personnes adoptées ne sont pas intrinsèquement cassées. Oui, on a été séparés de nos familles de naissance. Oui, on a subi des abandons. Et heureusement pour nous, un certain nombre d'entre nous sont dans des histoires d'amour, sont encore aussi en lien avec leur famille, etc. Ce qu'ont fait des concepts comme le trouble de l'attachement, c'est que ça a permis, encore une fois, de dépolitiser le sujet de l'adoption.
au lieu de se dire quelles sont les circonstances qui font que dans une famille, à un moment donné, il y a une rupture d'adoption, il y a ce qu'on appelle des échecs. Et il y a même ce qu'on appelle des réabandons, et je vais y revenir aussi. Mais les échecs d'adoption, effectivement, est-ce que c'est parce que la personne adoptée va trop mal toute seule depuis le début, ou est-ce que c'est parce qu'elle a été déplacée d'un pays vers un autre, qu'elle a été coupée de sa culture d'origine, qu'en étant amenée en France, elle devient une minorité et elle fait face au racisme, qu'elle n'a pas accès à son dossier d'adoption, et donc du coup, toute sa vie, tout son passé sont marqués par l'opacité. Encore une fois, ce sont des questions rhétoriques. C'est ça aussi qui vient rendre nos vies de personnes adoptées complexes, qui nous causent un certain nombre de traumas. C'est pas juste la séparation initiale, et en fait, j'irais même jusqu'à dire que la question des troubles de l'attachement ayant quasiment disparu du débat public, avec l'arrivée des personnes adoptées adultes dans le débat public qui disent voici ce dont on a manqué, voici ce dont on avait besoin, etc. Là aussi, moi je pense qu'il y a eu vraiment la mise en place d'un discours, encore une fois, qui était un discours de ceux qui avaient le pouvoir à ce moment-là, et qui étaient donc les adultes, et qui étaient donc les parents adoptants, les candidats à l'adoption, les psys. Et puis donc le dernier sujet, c'est en lien avec la réification, cette question des réabandons. Je voulais l'aborder parce que je n'ai pas pu l'aborder dans le film non plus, il n'y avait pas la place, mais une des autres choses qui montre à quel point l'adoption est une pratique politique, mais aussi une pratique où en fait ceux qui ne sont pas vraiment considérés comme des êtres humains sont les personnes adoptées, c'est cette idée qu'effectivement on peut choisir. Quand vous avez accouché à la maternité, que votre bébé il pleure toutes les nuits, mais vous ne pouvez pas le ramener en fait. Il n'y a que dans l'adoption que ça c'est une possibilité. Si l'amour ne naît pas, moi j'adore les euphémismes dans la vidéo, si l'amour ne naît pas devant un bébé trop maigre, etc. Mais oui, ça s'appelle le postpartum. Dans les naissances biologiques, dans la constitution des familles biologiques, parfois l'amour ne naît pas. Mais c'est quand même pas une raison pour emmener vos enfants en foyer ou pour les ramener à l'hôpital. Donc cette vision-là aussi de puisque j'ai choisi, puisque je suis allé dans un pays, puisque j'ai aussi dépensé de l'argent, puisque l'adoption internationale, et on le voit à l'exis de la journaliste, c'est génial, je veux dire, les questions de classe dans l'adoption n'ont pas été thématisées, ça aussi ça peut créer des problèmes dans une famille. Quand vous comprenez en grandissant que la famille dans laquelle vous êtes n'a rien à voir avec votre famille d'origine, mais même il se peut que dans certaines familles bourgeoises, on ait une vision un peu caricaturale des pauvres. Vous, en tant que personne adoptée qui venez d'une famille pauvre, vous êtes loyal à qui? À votre famille d'origine ou à votre famille adoptante? Donc voilà. La question du bien-être des personnes adoptées et de ce qui les trouble, comme on peut le voir dans le passé, a été abordée du point de vue des parents adoptants ou du point de vue médiatique général, avec très peu de considération finalement pour les personnes adoptées, et je dirais même une vraie réification dans le discours qu'on a entendu. On se demande vraiment si on parle d'être humain en fait. J'essaye de me tenir, je suis désolée. Et donc, l'idée étant maintenant de vous montrer comment, effectivement, gentiment mais sûrement, les personnes adoptées commencent à arriver sur les plateaux et dans les débats. Mais si vous faites partie d'une minorité quelconque, vous savez qu'il ne suffit pas d'être dans la pièce, surtout quand on est toute seule, pour que les choses changent. Et donc, on voit effectivement qu'au moins les adoptés existent physiquement sur les plateaux. Est-ce que vraiment les gens qui sont là sont en mesure de les entendre? Ou est-ce que la parole leur est donnée sans prérequis, sans pression qui leur est mise? La chose n'est pas si sûre, et donc je vous propose de regarder un autre extrait. Alors, donc voilà, on a eu à nouveau un petit florilège sur les troubles de l'attachement, et je l'ai choisi parce que c'est quand même un moment fantastique où les deux personnes adoptées donc, sont entourées par leur mère adoptante face au psy qui leur explique ce qu'ils et elles vivent. Et donc là, on est vraiment dans un moment de dépossession totale de son histoire, de la parole. Vous êtes présente, mais finalement, votre présence sert à justifier qu'on vous laisse encore moins vous exprimer sur ce qui vous arrive. Pour les autres extraits, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que quand on remonte un peu, et qu'il s'agit aussi d'adoption intraraciale, c'est-à-dire d'enfants blancs dans des familles blanches, les discours sur le faire famille étaient assez intéressants. C'est-à-dire qu'on voit par exemple cette idée de
C'était beaucoup plus en débat d'ailleurs que ça l'est aujourd'hui, l'idée de demander leur avis aux enfants. L'idée de, même si effectivement on voit dans le plateau, il y a Simone Veil, hein, quand on dit est-ce qu'on pose la question aux enfants, tout le monde qui se redresse un peu comme ça, genre demandez aux enfants n'importe quoi. Mais enfin quand même, la question est posée. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que voilà, il y a aussi eu des, voilà, l'histoire n'est pas, ne va pas de façon linéaire, toujours en avant. Il se peut qu'il y ait voilà, des moments dans l'histoire aussi où on a eu un rapport à la famille et au statut des enfants qui était plus fluide. Et je trouve que c'est intéressant. Ce qui m'a plu dans le premier extrait, c'était de voir que la présence des personnes adoptées, elle est là pour banaliser l'existence de familles constituées par l'adoption. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant de vraiment leur demander exactement comment ils l'ont ressenti, mais plutôt de dire comment est-ce que ce serait voilà, le plus normal possible. Et puis là, par contre, il n'y a aucune remise en question de la notion de ce qui constitue une famille, c'est-à-dire qu'on est complètement dans la vision biologique de la famille. Tout le monde reprend le terme « les vrais parents », y compris les personnes adoptées, et y compris les parents adoptants. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif de cet extrait, l'idée qu'on se fait, c'est que la vraie famille, c'est la famille biologique. Et alors ça, je trouve que c'est quand même intéressant, parce que c'est un reportage où on ne donne la parole quasiment qu'à des adoptants, des adoptés, et tous ces groupes-là considèrent qu'il y aurait donc une vraie et une fausse famille, et que celle dans laquelle ils sont, ben, ce n'est pas la vraie, puisque ce n'est pas celle qui est constituée biologiquement. Et cette notion-là, quand même, là, par contre, elle a évolué. Par contre, une chose qu'on voit dans cet extrait et qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui, c'est la parole donnée à la mère de naissance. Et c'est pour ça que j'ai laissé un extrait assez long, parce que je trouvais ça intéressant que dans les années 70, quand on faisait un sujet sur l'adoption, on essayait de faire un sujet justement le plus représentatif de la constellation de l'adoption, en donnant la parole quand même à tout le monde, y compris aux personnes qui s'étaient séparées de leurs enfants de naissance. Et comme c'est très rare, ben voilà, j'ai quand même tenu à vous le montrer, parce que voilà, ça aussi, ça s'est fait à une époque, et ça n'existe quasiment plus dans les médias aujourd'hui. On retrouve beaucoup, dans le deuxième extrait aussi, l'enjeu des vrais parents, les véritables parents, etc. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de justice reproductive dans l'adoption, parce que dans les choses qui font souffrir les personnes adoptées, il y a justement cette notion de la famille comme étant devant être constituée comme une famille biologique. Moi, la première fois qu'on m'a posé la question « Elle est où ta vraie maman ?», j'avais 5 ans et c'était à l'école maternelle. C'était la même journée, on m'a dit « Je te donne pas la main, t'es noir ». Donc pour en revenir aussi à Madame Schall qui dit « Mais non, ma fille, elle a 4 ans, elle est en maternelle, il n'y a pas de racisme », ben, je peux vous assurer que le racisme, ça peut commencer très très tôt. Et le fait qu'on vous dise que votre famille n'est pas normale, puisque c'est ça dont il s'agit, hein, que vous ne rentrez pas dans la norme, parce que vous n'êtes pas une famille qui a été constituée biologiquement, ben ça on vous le dit très tôt aussi. Et malheureusement, ça se dit encore aujourd'hui dans les écoles, puisque là, voilà, je fais pas mal de rencontres en librairie, etc. Et j'ai encore des parents adoptants qui viennent me voir en me disant « Mais moi, mon fils a 8 ans, on a encore été le voir en lui demandant où était sa vraie maman, etc. » Donc moi, c'est une chose dont j'aimerais qu'on puisse se débarrasser à terme, un jour, de cette vision biologisante de la famille, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, c'est pas agréable de se construire en se disant que notre famille n'est pas légitime, que notre famille n'est pas une vraie famille, que notre famille n'est pas normale, etc. Dans la notion de vraie et fausse famille, il y a effectivement une hiérarchie qui est installée. Et puis l'autre enjeu, et qui va revenir un peu plus tard dans ma présentation, c'est que quand on est dans une vision biologisante de la famille, c'est dommageable aux personnes adoptées, et puis c'est dommageable à toutes les autres personnes qui sont dans des modèles familiaux qui n'en sont pas celui de la famille hétéronormée, nucléaire, avec donc le slogan qui caricature ça le mieux possible, c'est celui de la Manif pour tous, hein, c'est un papa, une maman. L'idée de où sont tes vrais parents, l'idée qu'il ne peut y avoir que 2 parents, et qui est aussi une chose que je vous explique parce que peut-être que c'était pas voilà, très clair si vous n'êtes pas du monde de l'adoption. Là, dans une des vidéos, à un moment donné, se pose la question adoption simple ou adoption plénière. Et en France, on a donc deux systèmes. Et l'adoption plénière, elle a cette particularité qu'elle rompt les liens de filiation antérieurs définitivement. Et donc la rupture des liens de filiation antérieurs, c'est quelque chose de très particulier parce qu'en France, c'est associé à ce qu'on appelle la fiction juridique. Et la fiction juridique, c'est donc un mensonge légal. C'est ce moment où on réécrit votre acte de naissance pour dire que vous êtes né de vos parents adoptants. Et donc ça aussi, c'est la traduction dans la loi de cette idée selon laquelle la vraie famille, c'est la famille biologique. Parce qu'en fait, quand la fiction juridique a été mise en place dans l'adoption, c'est l'époque où c'était majoritairement des personnes blanches qui adoptaient des enfants blancs. Donc en réécrivant leur acte de naissance et en mettant qu'ils étaient nés de leurs parents adoptants,
eh ben, on pouvait leur cacher leur adoption. C'est de là qu'est née la fiction juridique. Et donc pour moi, c'est vraiment important d'arriver à faire disparaître cette notion que la famille, ça ne peut être que le lien biologique, ou ça ne peut être que deux personnes, dans cette idée voilà, aussi capitaliste que les enfants sont la propriété exclusive de deux adultes. En particulier dans l'adoption internationale, quand vous faites venir dans votre famille un enfant qui vient d'une culture où cette vision de la famille n'existe pas, c'est aussi une violence que vous lui faites. Un enfant qui a grandi dans une société africaine, qui a grandi en Polynésie française, qui a grandi en Amérique latine, sa vision de la famille, bah, ce n'est pas juste deux adultes. C'est une vision où en fait tous les adultes de la famille élargie sont ses parents. Dans certains pays, par exemple le Rwanda, vous appelez votre père, mais aussi tous vos oncles, papa. Et ce sont aussi des pratiques qui ont, par exemple, un intérêt, en particulier dans des pays où il y a pu avoir des violences. Et donc, je reprends le Rwanda. Si vous faites partie d'une famille qui a été victime du génocide des Tutsis, peut-être que vous avez perdu votre père, mais qu'il vous reste encore votre oncle et que vous pouvez l'appeler papa. Et donc, en fait, cette vision de ce qu'est la famille, que les enfants peuvent circuler entre plusieurs adultes, qui ne sont pas la propriété exclusive de deux adultes, et donc qu'il n'y a pas des vrais parents et des faux parents, c'est quelque chose qui ferait du bien à tout le monde, et puis en particulier aux personnes adoptées qui, de fait, je le rappelle, qu'ils connaissent ou non leur famille de naissance, ont 3 ou 4 parents, ne serait-ce que dans leur psyché. Vous savez que vous êtes dans votre famille adoptante, que ce soit une famille monoparentale ou un couple, parce qu'il y a 2 personnes qui vous ont produite, pour ainsi dire. Donc vous, dans votre tête, vous avez de fait 4 ou 3 parents. Et donc, ce serait agréable de pouvoir évoluer dans une société où le fait d'avoir 3 ou 4 parents n'est pas une anomalie, n'est pas une chose catastrophique, mais en fait que ce soit plutôt ça la norme. Et puis, pour justement enchaîner sur ce qui serait bien comme norme, je vais vous parler d'une chose qui m'a mise très en colère autour de 2012, donc quand il y avait les débats de l'ouverture au mariage de couples de lesbiennes et de gays. Puisqu'à cette époque-là, les personnes adoptées n'avaient encore pas beaucoup la parole dans l'espace public. Mais là, soudainement, les journalistes et puis un certain nombre de personnes dont l'agenda était un agenda homophobe se sont dit que ce serait une bonne idée d'aller tendre leur micro aux personnes adoptées pour voir si elles ne voulaient pas se prononcer contre l'adoption par les couples homosexuels au titre que, comme c'était déjà pas facile d'être adopté, ce serait encore plus difficile d'être adopté par des lesbiennes ou des gays. Et donc là, moi je me suis dit, c'est quand même incroyable. On ne nous donne jamais la parole, on ne nous laisse jamais nous exprimer, et le seul moment où on vient nous chercher, c'est pour essayer de nous faire tenir des propos homophobes dans un agenda qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, j'étais très fâchée, et j'étais d'autant plus fâchée que certains psys qui s'étaient fait toute une réputation d'experts dans le champ de l'adoption et qui étaient donc beaucoup invités en plateau, en ont profité pour avancer leur agenda. Et c'est pour ça que je dis que la parole de personne n'est neutre, à commencer par celle des hommes blancs, cis, hétérosexuels. Et donc là, on va en voir un avec lequel je suis très fâchée depuis très longtemps et donc que je n'ai pas pu mettre dans le film, mais je suis ravie de l'afficher ce soir. Et donc, on va regarder ça et puis on laissera, voilà, je vous laisse cet extrait qui se termine moins mal que ce que vous entendez au début, donc accrochez-vous. J'ai mis un petit truc à la fin pour qu'on soit pas que énervé. Voilà. Les lesbiennes et les filles noires à la rescousse, non, parce que vraiment, le docteur Lévy-Soussan, c'est pas possible. Mais je voulais quand même vous partager ça, parce que justement, on se rend pas compte, très souvent, pour disqualifier la parole des minoritaires, on parle de notre agenda. Donc c'est l'agenda des LGBT, c'est l'agenda des décoloniaux, etc. On oublie que le groupe majoritaire a aussi son agenda, et que des personnes, justement, se servent de leur point de vue d'autorité, de leur travail, du fait qu'effectivement, ils sont psy, qu'ils sont reconnus comme experts dans leur champ, pour ensuite aller pousser un agenda homophobe. Je veux dire, bon, alors, je ne sais pas vous, moi j'ai assez peu fantasmé sur comment mes parents auraient pu me concevoir, en fait. Alors, je sais pas, peut-être c'est un truc de personne adoptée. Peut-être si vous n'êtes pas adopté, vous avez beaucoup fantasmé votre scène originaire, le moment où vos parents ont couché ensemble, voilà. Donc, je veux dire, moi, je sais pas, j'entendais ça, je me disais, mais le gars, quand même, faut y aller, quoi, faut oser. Donc, voilà, ça, c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire que, voilà, quand on parle de nous, sans nous, quand on essaie de nous faire parler à des moments spécifiques pour essayer de nous tirer, dans ce cas-là, dans un agenda homophobe, ça non plus, ce n'est pas donner la parole aux personnes adoptées. Et donc, voilà, jusqu'à un passé très récent, il nous était vraiment difficile de prendre la parole dans l'espace public,
Or, comme je vous disais, contexte de scandale, de débats houleux sur des sujets qui parfois même ne nous concernaient pas directement. Et ensuite, or aussi présence de psy. Vous aurez compris que je suis un peu remontée sur les professionnels de santé mentale. Pas toutes et tous. Ce matin, j'étais aussi en train de faire un séminaire à l'Agence française de l'adoption. Il n'y a pas très longtemps, je suis intervenue pour l'Association européenne des pédopsychiatres. Donc je pense que c'est important qu'on se parle. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu vraiment du mal de fait. Il y a eu du mal de fait parce qu'en plus, en France, comme la question raciale est un tabou, être une personne adoptée transraciale et aller chez des psys qui considèrent que en fait, la race n'est pas un facteur, alors bien entendu, la race comme construction sociale historique, pas la race comme donnée biologique essentielle, vous n'allez pas pouvoir être aidé. Le fait que vous n'avez pas pu parler de ce que c'est qu'être noir dans votre famille ou que vous ne vous sentez pas comprise, et puis vous allez chercher de l'aide chez un professionnel en santé mentale qui nie à nouveau votre expérience, ça ne va pas vous aider non plus. Et quand en plus vous êtes une personne adoptée et que vous êtes lesbienne ou pansexuelle ou bi ou gay ou trans et que les psy spécialistes de l'adoption vont se répandre en propos homophobes à la télévision et que donc vous savez que c'est aussi le genre de personne chez qui on pourrait vous envoyer parce que vous êtes une personne adoptée, où est-ce que vous vous tournez pour avoir de l'aide? Donc j'ai commencé en rendant hommage à Tinan, qui est mort de mort subite, mais malheureusement, c'est quand même aussi une chose qui arrive. Les personnes adoptées font face aux addictions, font face aux dépressions sévères, font face au suicide, et dans des proportions plus élevées que les personnes non adoptées, en particulier en fratrie. Ce sont des statistiques qu'on n'a pas pour la France, mais qui existent aux États-Unis, en Suède, et où, sur des fratries données, sur des études longitudinales, où on étudie une fratrie dans laquelle vous avez des personnes adoptées et des personnes non adoptées, on estime, suite à ces études-là, donc aux États-Unis, c'est une étude qui s'appelle SIBS, donc comme siblings, en fratrie, c'est pas vraiment le bon terme, mais on va faire ça comme ça. Et donc dans cette étude, on voit que les personnes adoptées ont 4 à 7 fois plus de chances de commettre des suicides. Et donc pour moi, l'enjeu aussi de parler de ce que c'est qu'être une personne adoptée, de ce que c'est que de se voir représenter, de se voir instrumentaliser, d'être parlé, qu'on parle de nous, mais qu'on ne nous donne pas la parole, on ne nous donne pas les moyens d'exprimer ce dont on a vraiment besoin pour s'en sortir dans la vie, pour se construire, ça a des conséquences qui sont très concrètes. Contrairement à ce que dit le docteur Lévy-Soussan, on n'est pas dans de la posture idéologique là. On est dans les textes de loi en France parlent beaucoup de l'intérêt supérieur des adoptés, mais il n'y a pas d'études longitudinales pour voir si on est effectivement encore en vie 10, 15, 20, 25, 35 ans, 40 ans après. Donc, puisque le discours qui a longtemps aussi entouré l'adoption, c'était un discours autour des notions de sauvetage, d'humanitaire, etc., venez nous parler en fait. Venez voir dans quel état on est, venez voir si effectivement on a été sauvé, venez voir si on est même encore en vie. Je vais terminer avec le moment où effectivement les personnes adoptées ont commencé à vraiment pouvoir s'exprimer et dire ce qu'était la complexité aussi d'être une personne adoptée, et puis effectivement à s'organiser, à se regrouper de façon collective, ce qui nous a aussi effectivement donné plus de force. Donc c'est le dernier extrait. Et donc voilà, ça me semblait important de terminer avec les façons de s'exprimer dans l'espace public, parce que vous avez entendu aussi une autre cause possible de rupture d'adoption, ou en tout cas de prise de distance par les personnes adoptées, qui sont les violences. Un autre sujet qui n'avait pas été abordé quasiment jusqu'à ce que les personnes adoptées investissent l'espace public, c'était le fait que les choses peuvent mal se passer dans la famille d'adoption, y compris en termes de violence, et du coup aussi dans des violences qui sont liées à ce qu'on a vu au tout début. Si vous avez réifié la personne que vous adoptez, que vous attendez des choses spécifiques, une forme de performance, que vous avez choisi des Asiatiques parce qu'ils sont censés être plus dociles, possiblement ingénieurs, bons en maths, sages, etc., effectivement il y a des chances pour que ça se passe mal. Parce qu'en fait vous avez adopté des personnes qui, comme le disait le monsieur dans la vidéo des années 70, en plus quand ces personnes arrivent grandes, elles ont déjà une culture, elles ont déjà un prénom. Une des autres choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'adoption plénière, il est possible de changer le prénom de la personne que vous adoptez. Donc vous avez, peu importe l'âge que vous avez. Donc imaginez arriver de France à 8 ans en Corée du Sud et que du jour au lendemain, on vous dise « Ah non, 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 tu ne t'appelles plus Marie, maintenant tu t'appelles, je sais pas moi, Kim, voilà, maintenant c'est ton prénom. » Mais est-ce que vous vous retournez même quand on vous appelle ?
je veux dire, c'est pas votre identité, c'est pas vous en fait, c'est pas votre culture, etc. Donc toute cette idée de aussi qu'est-ce qui peut créer des tensions, qu'est-ce qui a pu créer du mal-être chez les personnes adoptées, on le voit très bien quand on a le retour d'expérience des personnes adoptées. Ce qui ressort, c'est effectivement quelles étaient les attentes dans les familles dans lesquelles ils sont arrivés, le racisme qui a pu être vécu, les violences qui ont pu être vécues dans la famille, dans l'entourage social, dans le reste de la société. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir que quand les adoptés se regroupent en association, donc on a vu deux associations dans la vidéo, là, Racine Coréenne, qui a été la première association de personnes adoptées à l'international en France, qui est créée en 1995, et puis la Voix des adoptés, qui existe depuis 2004. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que justement ce sont des groupes, alors ça on le voit moins dans la vidéo mais je vais vous le dire, ce sont des groupes qui sont effectivement retrouvés de façon affinitaire, donc pour justement avoir des moments où on peut aller manger ensemble, avoir un certain nombre d'événements pour se sentir, faire partie d'une communauté, être avec des gens qui nous ressemblent, mais ce sont aussi des groupes qui ont investi l'espace politique de l'adoption, qui font effectivement partie de, quand il y a des événements comme aujourd'hui, là, le séminaire de l'Agence française de l'adoption, qui produisent des notes interministérielles, qui font du plaidoyer, c'est-à-dire qui essayent de faire remonter l'expérience des personnes adoptées auprès des institutions de l'adoption pour que justement tout ce que vous avez vu, entendu de clichés et de violences qui nous sont faites disparaissent, mais aussi qu'on puisse améliorer la pratique, puisque l'adoption ça continue en France aujourd'hui, et donc il continue à y avoir des enfants non blancs placés dans des familles blanches, des enfants déplacés d'un pays vers un autre, etc. Et donc il est plus que temps de faire entendre la parole des personnes adoptées. Donc je vous remercie d'être venus, je vous remercie de nous avoir écoutés, et puis j'attends vos questions. Voilà. J'ai un peu dépassé, je fais 1h12. C'est le temps des questions, donc n'hésitez pas à prendre le micro ou bien à poser votre question, on la traduira si besoin. Ah, c'est parce que je suis assise sur le micro, pardon, excusez-moi. J'essaie de comprendre ce qui se passait. Bonsoir, mais merci pour tout ce choix d'archives, effectivement, dont certaines sont un peu remuantes, on va dire, même si on les a vues à l'époque. Je voulais revenir sur puisque vous avez parlé de Racine Coréenne, sur cette particularité pour savoir ce que vous en pensez de l'adoption, qui était vraiment un système d'État qui a été institué avec des charters entiers d'enfants qui étaient envoyés soit en Europe, soit au Canada, aux États-Unis, et qui a été dénoncé dès la fin des années 80 par Nathalie Millet-Lemoine, qui est elle-même adoptée et artiste, que vous connaissez, je crois. Comment vous situez ça, cette histoire donc vraiment d'une politique d'État d'adoption en nombre et en masse? On voit la fondation Holt, donc de cet Américain, mais il y avait bien d'autres associations qui existaient. Par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres pays, est-ce que pour vous, il y a une dimension différente ou, je ne sais pas si c'est très clair ma question. Non, je ne suis pas sûre, mais en quoi l'adoption en France est différente de celle des autres pays? Est-ce que c'est ça, comme système? C'est ce système d'adoption qui est vraiment une politique d'État menée en très grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est moins bien et mieux que l'autre. Ce n'est pas en termes moraux moral que je pose ça. C'est de savoir comment vous voyez justement cette volonté d'un État de se séparer d'enfants parce qu'ils ne correspondent pas à une norme, soit parce que c'est des mères célibataires, parce qu'on l'a évoqué ici. Non, je n'avais pas compris que c'était le pays de départ. Oui, okay, voilà, pardon. Super, merci. C'était ça. Oui, donc pour les personnes qui ne sont pas familières de l'histoire de l'adoption en Corée du Sud, ça commence donc en 1955. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Corée du Sud, c'est que c'est comme l'exemple le plus prégnant
de ce qui se passe de façon générale dans l'adoption internationale. Donc déjà, c'est éminemment lié à l'impérialisme états-unien. Donc en fait, l'adoption internationale commence après la Deuxième Guerre mondiale avec le déplacement des enfants métis de GI afro-américains ou de membres des troupes coloniales avec des femmes blanches allemandes. Et donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, on se retrouve avec cette population de métis dont on ne sait que faire. Et donc la solution, et qui est aussi un problème pour les États-Unis, puisque c'est la ségrégation. Donc en fait, aux États-Unis, il n'y a pas une très grosse population d'enfants métis. Donc la solution qui est trouvée à ce moment-là, c'est d'envoyer ces enfants, de métis, donc noirs, hommes noirs, femmes blanches, dans des familles de GI afro-américains aux États-Unis. Et ça, c'est ce qui inaugure la période contemporaine de l'adoption internationale avec ces déplacements-là. Dans le même temps, les États-Unis sont aussi basés en Italie, dans le sud de l'Italie en particulier, où justement le pays est très pauvre. Et donc, les enfants sont aussi déplacés jusqu'aux années à peu près 60 de l'Italie vers les États-Unis. Donc, on a aussi des déplacements d'enfants à l'international, soit intra-européens ou soit, on va dire, inter-Occident. Mais effectivement, le moment de la grosse bascule, c'est-à-dire où là, l'adoption internationale devient quasi exclusivement des enfants des pays du Sud, et puis après, avec la chute du régime soviétique, il y aura aussi des enfants des pays de l'Est, c'est avec la guerre de Corée. C'est-à-dire qu'à partir de 1955, là, effectivement, se met en place ce que beaucoup d'adoptés d'origine coréenne appellent le complexe industriel de l'adoption, puisqu'on estime qu'il y a au moins, donc plus, au moins 250 000 personnes coréennes qui ont été adoptées à l'international depuis 1955. Or, la Corée du Sud n'est plus du tout un pays du Sud au sens économique. Et donc là, on en vient à votre question. L'enjeu, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, des enfants partent de Corée du Sud dans le cadre de l'adoption internationale. Et bien là, effectivement, c'est le patriarcat. C'est-à-dire que la Corée du Sud est un pays extrêmement patriarcal où la possibilité d'être mère célibataire est quasi nulle. C'est-à-dire qu'en plus, je ne sais plus jusqu'à quelles années, mais jusqu'à un passé pas très lointain, la filiation était strictement patrilinéaire. Donc si vous n'étiez pas reconnu par un père, vous n'aviez même pas d'existence sociale en fait. Donc du coup, et puis, il y a très peu d'aides qui sont données aux mères coréennes qui sont célibataires, et elles sont très fortement encouragées, en tout cas qui ont des grossesses hors mariage, c'est plutôt ça, et elles sont très fortement du coup encouragées à se séparer de leurs enfants. Tant et si bien, et donc bon, ça fait un peu de la pub, mais je vous invite à regarder Une histoire à soi, dans lequel une des participantes est d'origine coréenne. Elle s'appelle Julie Bourguin, elle a écrit un livre aussi qui s'appelle L'adoption internationale, mythe et réalité. Et dans Une histoire à soi, Julie dit qu'elle considère que une des choses que les adoptés d'origine coréenne doivent faire, pour elle, ce qui est important, entre autres, c'est de se mobiliser du côté des mères donc non mariées en Corée, pour dire qu'effectivement, en fait, en tant qu'adoptés adultes, on a aussi un poids à jouer dans nos pays de départ, en se disant qu'est-ce qui pousse encore des personnes aujourd'hui, puisqu'il y a des organisations, maintenant il y a une organisation en tout cas qui s'appelle KUMFA, qui est une organisation de mères non mariées, qui essaye d'avoir un vrai statut en Corée du Sud. Et donc l'idée, c'est de se dire, encore une fois, et on en revient justement à la justice reproductive, quelles sont les conditions qui font que certaines personnes sont amenées à se séparer de leurs enfants, même quand elles ne sont pas pauvres, même quand la guerre a eu lieu il y a 60 ans, parce que 55, c'était il y a un petit moment. Donc voilà. Et en fait, je disais que c'est représentatif de l'histoire de l'adoption, parce qu'il y a plein de pays qui se sont ouverts pour l'adoption internationale au fur et à mesure des conflits états-uniens et de l'histoire coloniale française. Donc nous, par exemple, le Vietnam, c'est aussi un des pays qui s'ouvre à l'adoption internationale avec la guerre du Vietnam. Mais bon, comme elle suit la guerre d'Indochine, nous, on était très implantés en termes d'orphelinage géré par des sœurs catholiques, etc. Et donc, par exemple, l'opération Baby Lift en 1975, qui est donc une opération présentée comme une opération humanitaire, un pont de sauvetage aérien pour les enfants vietnamiens. En fait, c'est plutôt un moment de propagande états-unienne anticommuniste. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se servent beaucoup de l'adoption internationale comme un moyen de faire de la propagande anticommuniste. Et donc, ils ont tenté aussi de se mêler de la guerre en Chine, qui a été donc gagnée par les communistes. Mais enfin, ça n'a pas duré très longtemps. Mais à ce moment-là, ils ont déjà fait aussi venir des enfants. Et donc en fait, il y a beaucoup de vidéos dans les archives qu'on a vues pour faire Une histoire à soi, etc., où les histoires d'adoption, les histoires de GI qui ramènent une enfant, et ça on a mis une de ces archives aussi dans le film, sont monnaie courante. Et donc en 1975,
les États-Unis, sous couvert d'œuvres humanitaires, voilà, lancent un peu leur œuvre de « sauvons les orphelins du péril rouge, on va perdre Saïgon, mais bon, on peut organiser un pont aérien pour faire partir des enfants ». Et donc, en toute hâte, aidé de la France, qui donc gère déjà des orphelinats localement, du Canada, et puis, j'oublie toujours le 4e pays, ils lancent ce pont aérien. Et en fait, c'est tellement mal organisé qu'ils sont même obligés de faire appel à des avions commerciaux. Donc, par exemple, Hugh Hefner, qui était le patron de Playboy, il va prêter son jet pour qu'on puisse organiser le pont aérien. Donc c'est en ça aussi que je dis que c'est vraiment une œuvre de propagande, c'est un gros truc dans lequel tout le monde se met, etc. On prête son avion en tant que star. Et en fait, comme c'est très mal organisé, le premier avion se crache. Et donc cette opération de sauvetage des bébés vietnamiens se solde par la mort d'à peu près 300-310 personnes, dont majoritairement des nourrissons et des enfants en très bas âge. C'est voilà, plusieurs milliers de personnes qui ont été déplacées par l'opération Baby Lift, parce qu'ils ont quand même continué après que le premier avion se soit crashé. Et puis quand ces personnes sont retournées au Vietnam, plusieurs décennies plus tard, elles se sont quasiment toutes rendues compte que, bien entendu, elles n'étaient pas orphelines. Ça avait été vraiment un pur rapt d'enfants à des fins de propagande anticommuniste. Donc voilà, pour la Corée du Sud, c'est un peu l'exemple extrême. Et aussi parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la question de l'eugénisme, c'est-à-dire que parmi les enfants que la Corée du Sud envoie, c'est une façon effectivement de ne pas développer de services sociaux et d'aide pour les mères célibataires, mais c'est aussi une façon d'envoyer les enfants en situation de handicap ou les enfants qui ont des maladies lourdes pour ne pas les prendre en charge et ne pas non plus aider les familles qui se retrouvent dans ces situations. Donc c'est aussi en ça que l'adoption, c'est politique. C'est pas juste des pays pauvres qui seraient dans un moment de difficulté. Dans le cas de la Corée du Sud, par exemple, on est vraiment dans de l'instrumentalisation pure. Il y a aussi des livres sur comment la Corée du Sud a développé son système diplomatique grâce aux adoptions internationales. Ça a été le cas pour plein de pays. Il y a des pays, c'est documenté pour certains pays du Sud aussi, comment l'adoption internationale représente une part ou a représenté une part importante de leur PIB. Donc oui, c'est un peu, je sais pas, c'est le patient zéro des troubles de l'adoption internationale, la Corée du Sud. Ouais. Peut-être toi. Merci beaucoup. J'avais une question, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'adoption à l'international, avec parfois des enjeux presque géopolitiques par rapport à ce que vous venez de développer. Mais ce qui était aussi intéressant dans votre avant-propos, c'est que parfois vous avez parlé aussi de ce qui se passait rien que dans l'espace français. Typiquement, les droits reproductifs. En France hexagonale, on se battait pour le droit à l'avortement et à la contraception, alors que c'était interdit. Et pourtant, c'était avec l'argent public qu'on finançait des campagnes pour la contraception, voire qu'on stérilisait, qu'on avortait des personnes de force à La Réunion. Et j'aurais bien voulu avoir votre commentaire aussi sur le terrain de l'adoption par rapport à ce qui s'est passé avec les enfants de la Creuse. J'imagine que vous connaissez cette histoire, où justement l'État français, avec l'argent public, a organisé via les services sociaux comme la DAS, etc., le fait de voler à leur insu, de tromper des parents dans les dom-toms pour prendre leurs enfants et les donner à des enfants, des parents qui voulaient avoir des enfants en France hexagonale, quoi. Ouais. Alors en fait, l'affaire de ce qui a été appelé les enfants de la Creuse, qui sont maintenant rassemblés dans la Fédération des déracinés des Drômes, donc des départements et régions d'outre-mer. C'est donc un épisode qui est plutôt lié au Bumidum qu'à l'adoption. Mais de toute façon, par contre, les logiques coloniales de déplacement et de réification, instrumentalisation des enfants sont les mêmes. Mais donc le Bumidum, c'est le Bureau des migrations intérieures en provenance des départements d'outre-mer, et qui est une institution qui a été mise en place en France avec cette idée que on allait essayer d'éviter qu'il se passe en Outre-mer, Guyane, Réunion, Martinique, Guadeloupe, ce qui s'était passé par exemple en Algérie, et que donc l'indépendance de ces territoires-là puisse être freinée. Et donc une façon qui a été considérée comme étant utile était de les vider de leur jeunesse, puisqu'effectivement celles et ceux qui posaient le plus problème, qui étaient les plus virulents dans les mouvements indépendantistes, c'était la jeunesse. Et donc le Bumidum, c'est un bureau qui est utilisé pour inciter les jeunes à quitter la Caraïbe,
Donc c'est un bureau qui est créé pour inciter les jeunes à quitter la Caraïbe, voilà, la Guyane, la Réunion, etc., pour venir travailler en Hexagone et étudier en Hexagone. Ça, c'est comme ça que c'est présenté. Et donc, il y a des bureaux de recrutement dans ces espaces-là. On vous paye le billet pour venir en France hexagonale. On vous dit, donc y compris aussi aux adultes, aux jeunes adultes, que vous allez pouvoir suivre des études, obtenir des diplômes, etc., etc. En fait, ce qui se passe, donc d'abord avec les adultes, c'est que vous arrivez en France, on vous met dans des centres fermés. Il y en a plusieurs en région parisienne, donc des centres fermés pour hommes, des centres fermés pour femmes. Et là, en fait, voilà, un des centres fermés pour femmes, il y a une personne qui nous dit ça récemment, ça s'appelait la Sorbonne de la Serpillière. C'est-à-dire qu'en lieu et place, en tout cas, c'était surnommé comme tel par les personnes concernées, c'est qu'en lieu et place d'être formé, d'aller à l'université, à l'école, etc. On vous apprenait à devenir voilà, des employés, mais les moins qualifiés possibles, pour l'hôpital, pour éventuellement des emplois administratifs. Et donc, ce qu'on connaît en France, le cliché des Caribéens qui sont à la poste, qui sont à l'assurance maladie, qui sont infirmières, etc., ben ça a été organisé par l'État. Et donc, au sein du BUMIDOM, il y a une espèce de sous-division qui a été créée, ou en tout cas une idée a germé chez Debré, qui était alors le préfet de La Réunion, qui a été de se dire qu'à La Réunion, il y avait un vrai souci parce qu'effectivement, la démographie était très forte. Et donc, ça ne suffisait pas de faire partir les jeunes adultes, il y avait un vrai risque avec le nombre d'enfants qui naissaient chaque année. Et donc là, l'idée est poussée plus loin, de se dire, en fait, on va prendre les enfants. Et puis, comme on a un problème en Hexagone, qui est qu'on a des territoires ruraux en voie de désertification, on va faire d'une pierre deux coups. On va s'assurer qu'il n'y ait plus de velléité indépendantiste ou de soliement possible, parce qu'en fait, on prend la jeunesse, et puis on va la déplacer dans un territoire où on est en manque de main-d'œuvre, etc. Et donc, ces jeunes-là, effectivement, ne sont pas envoyés en France hexagonale pour être adoptés. La plupart sont placés en foyer, mais surtout, la plupart sont placés comme main-d'œuvre agricole dans des régions, la Creuse, le Gers, enfin voilà, il y a un certain nombre de régions où ces personnes sont placées, des enfants en bas âge jusqu'aux adolescents. Et là, bon, c'est la catastrophe à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants ne sont pas scolarisés. Il y a énormément de violences sexuelles, les fratries sont séparées, enfin, c'est une catastrophe et c'est un scandale d'État. Les personnes concernées ont fini par s'organiser politiquement et obtenu des excuses, je crois que c'était en 2015 de l'État français, bien entendu pas de dédommagement, hein, on ne va pas aller jusque-là, mais au moins ça a été reconnu effectivement comme un crime d'État, puisque en fait ce qui avait été fait à La Réunion, c'était effectivement que la direction des affaires sanitaires et sociales prenait les enfants. Donc, soit vraiment aller effectivement ramasser les enfants dans un quartier donné sans le consentement des parents, se servait du fait que beaucoup de parents étaient analphabètes pour leur faire signer des décharges qu'ils ne comprenaient pas. Enfin voilà, un certain nombre de stratagèmes ont été mis en place pour vraiment ramasser ces enfants. Et donc, on estime qu'il y a voilà, plus entre 2 et 4 000 enfants réunionnais qui, des années 60 à la moitié des années 80, ont été déplacés de l'île de la Réunion vers des régions rurales françaises. Et donc oui, c'est un mécanisme qui est intéressant parce que justement, en fait, dès le XVIIIe siècle, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit l'histoire contemporaine de l'adoption internationale, dès le XVIIIe siècle, en France, il y a une histoire du déplacement des métis des colonies vers l'Hexagone, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait de cette population qui incarne la frontière raciale? On a un problème puisque les colonies françaises ne sont pas des colonies de peuplement, donc sont majoritairement des hommes seuls qui y vont, et donc très rapidement, la population métisse explose dans les colonies. Et donc l'État français se demande comment on va gérer cette population, puisque l'affiliation est patrilinéaire à ce moment-là, et donc ces enfants sont techniquement français. Mais est-ce qu'ils peuvent être vraiment français quand ils sont à moitié indigènes? Et donc là, vous avez des grands débats à l'Assemblée nationale sur qu'est-ce qu'on va faire de cette population qui pourrait être utile, mais qui aussi pourrait être dangereuse. Et donc pour qu'elle ne soit pas dangereuse, d'abord, on les enlève à leur mère très rapidement pour justement les couper le plus rapidement possible de leur côté indigène. On les place donc d'abord dans des orphelinats dans les colonies. Et puis après, on se dit, mais peut-être que le meilleur moyen de les faire devenir français, c'est de les déplacer carrément en hexagone. Donc en fait, l'histoire des déplacements d'enfants d'un pays vers un autre ou d'un espace ultramarin français vers la France hexagonale, ça commence pas après la Deuxième Guerre mondiale en fait. Ça commence dès le XVIIIe siècle avec la gestion des métis. Donc oui, en ça, c'est très intéressant la question des enfants de la Creuse si on veut un peu faire le continuum colonial dans l'histoire de l'adoption transraciale et transnationale. Je pense qu'on a juste pour le temps pour une question. La jeune fille là-bas. En pur, Non, je pense que c'est pour que tout le monde entende bien, vous embêtez pas.
Bonsoir. Ma question, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur le cas de la Corée qui, du point de vue économique, est sortie des États du Sud. J'imagine qu'il y a d'autres pays qu'on peut aussi considérer dans cette catégorie. Je pense par exemple au Brésil, dans certaines mesures. Est-ce qu'il y a des mesures internationales ou nationales qui ont été mises en place par ces pays qui ont vu beaucoup d'enfants partir en réaction à une très forte demande d'adoption internationale ou transraciale pour garder ces enfants ou du moins les faire adopter dans d'autres conditions? Alors, je dirais que ce n'est pas forcément lié aux questions de classe. Comme j'ai expliqué, la Corée du Sud continue à laisser partir des enfants pour des raisons qui sont plutôt liées au patriarcat et puis au validisme, à l'eugénisme. Mais pour ce qui est du Brésil, voilà, c'est pas forcément. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 93, il y a eu donc la Convention de La Haye, donc la CLH 93, qui encadre l'adoption internationale, qui est la première loi qui vraiment encadre l'adoption internationale. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait des lois dans les pays de départ, dans les pays d'accueil, mais il n'y avait pas un espèce de cadre commun pour tout le monde. La CLH 93, elle a été signée par la France, ratifiée par la France en 98. Donc elle est signée en 93 par tout le monde sauf les États-Unis. Et donc par exemple, la CLH 93, c'est une des choses qui est mise en place, c'est qu'il n'est pas possible de revendre des enfants quand on les a adoptés à l'international, alors que c'est possible aux États-Unis. Ça s'appelle le rehoming. Et donc ce sont les gens qui ont adopté à l'international qui, aux États-Unis, revendent les enfants qu'ils ont adoptés moins cher quand ça se passe mal, etc. Donc je critiquais le fait qu'on ne peut pas emmener son enfant à l'hôpital quand ça va pas, si on a accouché naturellement, mais aux États-Unis, c'est encore un stade au-dessus. Et donc, en fait, ce qu'a fait la Convention de La Haye, c'est... Donc, la Convention de La Haye, elle a créé ce qu'on appelle la double subsidiarité. Donc, pour faire simple, la mise en place de responsabilités qui sont assignées au pays de départ et au pays d'accueil. Et donc, pour tous les pays qui ont signé la CLH 93, ça a voulu dire, à partir de le temps de ratifier et de mettre en place les institutions qui sont prévues dans cette convention, ça a voulu dire effectivement développer ces services sociaux locaux, réfléchir aux conditions dans lesquelles on veut laisser partir les enfants à l'international, puisque dans la convention, il y a aussi cette idée que l'adoption internationale doit être une solution de dernier recours. Mais bon, on voit avec la Corée du Sud, on peut quand même toujours tricher. Mais en tout cas, normalement, c'est l'idée. Ça doit être une solution de dernier recours, et donc les pays de départ aussi doivent montrer qu'ils mettent des choses en œuvre pour s'assurer d'avoir vu si l'enfant pouvait être adopté dans sa famille élargie, dans sa communauté, dans le pays, et si vraiment c'est pas possible, effectivement à l'international. De l'autre côté, on a aussi des pays qui ont fermé l'adoption internationale suite effectivement à des scandales ou à des histoires effectivement de maltraitance à répétition. L'Éthiopie, c'est le dernier pays qui a fermé ses portes à l'adoption internationale suite à plusieurs scandales aux États-Unis où des enfants éthiopiens avaient été tués dans leur famille adoptante. Et où là, l'Éthiopie s'est dit, nous, on ne fait plus partir nos enfants si c'est pour qu'effectivement ça se termine comme ça. Entre 2010 et 2013, Haïti a temporairement stoppé les adoptions internationales parce qu'il y a eu le séisme en 2010 et il commençait au lendemain du séisme à y avoir tellement de prédation autour de l'adoption qu'Haïti a dit on prend le temps, on stoppe l'adoption internationale tant qu'on ne sait pas si les enfants sont effectivement orphelins, s'il n'y a pas de famille, etc. En ayant pris exemple sur des choses qui avaient pu se passer par le passé où dès qu'il y a une crise, les ONG arrivent, tout le monde veut sauver les enfants et puis en fait on ne sait pas du tout s'ils ont encore une famille ou pas. Donc en fait ce qui amène des pays à fermer les portes de l'adoption internationale, c'est pas toujours la question de sortir d'une crise économique, etc. Ça peut aussi être l'impact qu'ont les personnes adoptées qui reviennent et qui demandent des comptes. En Corée du Sud, par exemple, ou en Éthiopie aussi, il y a eu un vrai mouvement de retour aussi en Éthiopie par des adoptés d'Éthiopie qui ont demandé à avoir un statut spécifique pour pouvoir travailler. Parce qu'il y a aussi cette question qui se pose quand vous êtes adopté à l'international, vous n'avez pas la citoyenneté de votre pays d'origine. Et donc, vous êtes comme si vous étiez une Française qui, sans visa de travail, ne peut pas rester. Mais vous avez envie de redécouvrir vos origines, vous aimeriez travailler ici. Et donc, beaucoup de communautés d'adoptés
pour certains pays, se sont organisés pour obtenir un statut spécifique. Donc voilà, c'est les Coréens de l'étranger en Éthiopie, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin je ne sais pas quel statut ils ont, mais il y a la possibilité, quand on est adopté, de demander un papier qui vous donnera le droit de travailler, séjourner en Éthiopie aussi longtemps que vous voulez, etc. Il y a beaucoup de personnes adoptées du Brésil qui s'organisent pour essayer d'obtenir la double nationalité. Donc voilà, c'est aussi un mouvement voilà, qui vient du droit international, de la mobilisation des adoptés qui reviennent, et c'est propre à chaque pays de départ. Merci beaucoup pour toute cette soirée. Et je veux dire un grand merci aussi aux deux traductrices, parce que je pense que ça a été aussi très sportif pour elles deux. Merci beaucoup, désolé. Alors le prochain lundi de l'INA, c'est le 6 décembre, et ce sera avec Christine Barr, et ce sera surtout sur l'histoire féministe, notamment à Paris, surtout à Paris, j'allais dire. Merci.